You know exactly. It's on the blockchain. As they say in the space, hashtag players gonna play, haters gonna hate, we guess. But first, smash the like button wherever you are and share this content with your crew and beyond, please. Bienvenue sur Starcast, le podcast des influenceurs digitaux et leur métaverse crypto, blockchain et NFT persuasion. Starcast est une production appartenant à ADMP Virtual Incubator Podcast Network. Nous allons tout au long de ce podcast explorer les différents outils, concepts et stratégies pour booster votre présence online et construire des communautés digitales pérennes qui grandiront avec votre activité. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux NFT ou Non-Fungible Tokens, les jetons cryptographiés qui font rage sur les différentes plateformes numériques en vogue de par le monde et les différents métaweb, interweb, internet, etc. D'abord, écoutez ce podcast, partagez ce podcast et surtout likez ce podcast. Votre hôte aujourd'hui est une fois de plus Herman Djounsi, MA, Social Media Consultant, podcaster, podmaker, certifié Hootsuite et Google Analytics, expert blockchain et spécialiste du big data ou management des méga. Un nouveau co-hôte après le docteur Ron Kim, et c'est donc Jack, un directeur photo passionné de cryptographie et, on va dire, amateur éclairé des choses, de la crypto, des crypto-monnaies et des crypto-valeurs. Bonjour Jack, comment tu vas? Salut Herman, ça va, tranquille. Ouais, alors. Ça va. Tu es bien content d'être sur ce podcast? À fond. À fond. Donc le thème de ce podcast sera bel et bien les NFT ou Non-Fungible Tokens, appliqués cette fois-ci à l'art, aux arts et plus particulièrement à l'audiovisuel, la photographie, les films et séries de fiction ou documentaires, en adressant les spécificités de financement propres à ce secteur, bien évidemment. So we started from the bottom, now we're here. We indeed started from the bottom, now we're here, people. Donc, nous commençons, comme de tradition, par le prix du Bitcoin en ce jour. Comme ça, nous sommes synchro avec la première blockchain globale, qui est celle du Bitcoin, évidemment, et qui nous donne un récit exact et non biaisé de l'histoire depuis le 3 janvier 2009, date de la création du premier bloc, ou Genesis Block, par Satoshi Nakamoto et son équipe lui-même, qui écrivit le 31 octobre 2008 via son éponyme white paper. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payment to be sent directly from one party to another without going through a single financial institution. Now, let's get hard in the paint, folks. Let's get hard in the paint. Alors déjà, entendons-nous sur les définitions de base. NFT signifie jeton non fongible. En termes simples, il s'agit d'un jeton numérique, donc qui existe unique, voilà, qui existe sur la blockchain pour enregistrer une preuve de propriété pour la personne qui le détient. Chaque jeton est évidemment complètement unique car il possède ses propres métadonnées uniques qui ne peuvent jamais être répliquées ou remplacées par un autre. Alors, un exemple concret, par exemple, Jack, tu me donnes un billet de 20 €, voilà, merci. Donc, je prends ce billet de 20 €, je le mets dans un sac de billets de 20 €, d'accord? Et puis, tu me redemandes de te rendre ton billet. Okay. Tu peux me repasser mon billet, s'il te plaît? Et là, je te rends normalement n'importe quel billet. Quand je te rends n'importe quel billet, ce jeton est forcément fongible. C'est-à-dire que je peux te donner n'importe quel billet et tu seras content et satisfait. Parce qu'en fait, 20 € égale 20 €. D'accord? Tandis que quand le jeton est non fongible, à partir de là, tu vas exiger que je te rende exactement le billet que tu m'as donné. D'accord? Donc c'est ça la différence et de là dont vient l'adjectif fongible. D'accord? Ok. Voilà. Donc ça, exactement. Il faut s'entendre dessus. Donc le NFT opère donc dans un écosystème fait de rareté et d'unicité de l'objet numérique qui est échangé, d'accord? Ouais. Alors, il y a parfois aussi des smart contracts derrière les NFT, mais on va en parler un peu plus tard. Par contre, j'aimerais avoir peut-être la définition pour toi de la NFT, qu'est-ce que ce serait exactement? Pour moi, un NFT, c'est... En fait, on pourrait appliquer le NFT à n'importe quoi. Autant on peut l'appliquer à l'art, mais on peut aussi l'appliquer à l'immobilier. Une maison, tu pourrais minter une NFT d'une maison, d'un terrain. Ouais, d'accord. Et donc, ce serait ce terrain-là qui serait... Ce jeton est associé à ce terrain et pas à un autre terrain. Donc, d'accord. Voilà. Ça, c'est vrai. Donc, c'est une des évolutions que pourrait avoir le NFT, par exemple.
Mhm. Ok. Un terrain est associé à une géolocation très précise. Il n'y a pas les coordonnées de géolocation ne peuvent pas être les mêmes, ne peuvent pas identiques sur deux terrains différents. D'accord. Quasiment au millimètre près. Donc à partir de là, tu as raison. C'est vrai qu'un terrain aussi donne une très bonne idée de ce que serait un NFT. Ça, c'est vrai. Et puis bon, alors maintenant, quand on regarde appliqué aux arts, je crois c'était l'artiste américain Beeple, Mike Winkelmann, qui avait fait un collage digital. Donc pendant 5000 jours, il avait fait des photos différentes. Donc les premiers NFT, ou NFT en tout cas, qui s'est échangé pour la plus grosse valeur, c'était un collage de photos différentes. Donc chaque jour, il faisait une photo. Et à chaque fois, il rajoutait la photo à un autre ensemble de photos sur 5000 jours de suite. Donc ça fait c'était pas mal de jours de travail. Ça fait quelques années, ouais. Ça fait quelques années, voilà. Et il a fait cet assemblage. Enfin, c'était aussi des collages, photos, il y avait des dessins, des animations. C'était un peu tout en fait. Et ça a trouvé un acheteur pour 69,3 millions de dollars à Christie's, la fameuse maison d'enchères. D'accord. Donc ça, c'est le NFT le plus cher de tous les temps. 69,3 millions de dollars. Ok. Donc ça, c'est pour l'instant. Pour l'instant. Le NFT le plus cher pour l'instant. Pour l'instant, exactement. Alors, donc, quand on regarde un peu la spécificité, on va dire, de la production audiovisuelle, quelles sont en fait les difficultés quand on veut monter un film? C'est quoi? Quels sont les problèmes que l'on a d'abord à la base? Une des spécificités, c'est de trouver un financement qui va te permettre de faire ton film et de pouvoir le marketer, faire de la pub pour qu'il soit vu par le plus grand nombre pour qu'il puisse ramener de l'argent. Et donc le financement va permettre de payer les gens qui vont venir travailler avec toi pour faire ton film, quoi. D'accord. Voilà, donc il y a déjà ça. Et puis il y a tout un tas de complications autour de ce qu'on appelle le hard money, qui serait du cash. C'est-à-dire ça, c'est du cash que tu reçois, ou alors le soft money, qui est en général les subventions du gouvernement, de la région. Les subventions, les accords de production que tu peux passer. Donc il y a des gens qui vont pouvoir te dire, voilà, je ne sais pas te mettre de l'argent, mais je peux te mettre ceci ou cela à disposition. Par exemple, je peux te faire des prix sur la location de ton film, sur la location du matériel, tu vois. Ça, c'est ce qui s'appelle des avoirs de production. D'accord. Donc il y a aussi ce qu'on appelle les avoirs de production, donc c'est du soft money, c'est-à-dire c'est de l'argent, enfin c'est pas forcément de l'argent, mais c'est de l'aide, c'est du support, c'est du soutien qu'on va vous donner mais en général, une fois que le projet est lancé. Voilà, ok. D'accord. Que le projet puisse se lancer. Mais c'est quelque chose que tu peux budgétiser. C'est quelque chose qui rentre dans les lignes de ton budget, quoi. Les lignes que tu peux retrouver, il y a autant de valeur qui est mise en matériel, en X, Y. Et notamment, par exemple, en tant que directeur de la photographie, il va falloir que tu utilises un certain type de caméra et que tu utilises un certain type d'objectif. Du coup, ça peut... Voilà, ça par exemple, un loueur ou un fabricant de matériel peut te dire, ça coûte normalement ça, mais comme je peux te faire un coup de main, je peux être un partenaire sur ton film. Au lieu de payer ça, tu vas payer ça. Qui va être une réduction de 5 à 80% de la facture. D'accord. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là de soft money, hard money. OK. Mais on a bien vu aussi les dangers d'une équipe technique mal formée ou mal payée. Sur le tournage qui s'est passé là, il n'y a pas longtemps avec, comment il s'appelle l'acteur Alec Baldwin. Ah oui, avec Alec Baldwin, oui. Donc, c'était la directrice de la cinématographie, d'ailleurs, une collègue à toi, Halina Hutchins, qui s'est pris une balle réelle, en fait, qui était censée être une balle à blanc. Il y a plusieurs manquements qui ont fait que cette accident a pu arriver. Un, c'est la production avait promis à une bonne partie de l'équipe technique qu'ils allaient avoir des logements pas loin du set, ce qui n'était pas le cas. Chaque jour, ils devaient faire 2 heures aller, 2 heures retour pour se retrouver sur le set. Donc, sur une journée de 10 heures, peut-être 2 heures en tout, donc 1 heure aller, 1 heure retour. Mais ça te fait de 12 à 14 heures, c'est énorme. C'est énorme. Je l'ai déjà fait des journées de 16 heures, des choses complètement aberrantes. C'est ça. Parce que ça, il faut le dire, sur les tournages, l'équipe technique, ou même les acteurs aussi, mais surtout l'équipe technique, parce que les acteurs sont quand même dans des mobile homes ou des choses comme ça, ils sont un peu protégés, mais l'équipe technique, elle est là. Ils sont un tout petit peu mieux protégés. Un tout petit peu, c'est vrai. Mais l'équipe technique, elle est là 1 à 2 heures avant les acteurs, au moins, elle a
là ce qu'on appelle un crew call, parce qu'on va faire Voilà. des répétitions, on va construire quelque chose, on va on va faire tout un tas de choses avant. On va faire un pré-light, on va faire Un pré-light, exactement, on va ouais. commencer à placer les lumières, et tout ce qui va avec, les lumières, placer un angle de caméra, etc. Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. les décors, etc. Le film, c'était Rust. Ouais, voilà, c'est ça. C'était Bonanza Creek Ranch. C'était, le réalisateur aussi a été blessé, Joel Sousa. Oui, le réalisateur, la même balle qui a traversé la directrice de la photo a touché le réalisateur. Ah ouais. Ouais. Donc la balle a perdu de la vitesse après avoir traversé la directrice de la photo, elle a touché le réalisateur. Ah oui, d'accord, c'était la même balle. Ok, il a tiré comme Ouais, ça. c'était la même balle. D'accord, ouais. Et en fait, ce qui c'est un autre manquement, c'est que donc il y a ça. Donc il y a toute une partie de l'équipe qui a dit, vous savez quoi, les gars, nous travailler dans ces conditions-là, on peut pas, on part. Et donc ils sont partis. Ils ont été remplacés par des gens mal formés. Deuxièmement, il y a des règles très strictes. S'il y a des armes sur le plateau, Ouais. c'est l'armurier qui manipule les armes et en aucun cas c'est une autre personne. Ah ouais. Et à chaque fois qu'il va prendre une arme, il va la checker avant de la donner à l'acteur. Et là, les armes étaient préparées en vue de la répétition. Le premier assistant est venu, il a pris une arme, n'importe laquelle, qui n'avait pas été checkée, et il l'a donnée à l'acteur. Normalement, il n'y a qu'une seule personne qui touche une arme, c'est l'armurier. Parfois, c'est étonnant, mais chaque département ne touche qu'à ses outils. Sauf si, par exemple, moi, je suis dans le département caméra, je vois que mes gens sont occupés, je suis le directeur photo, je vois que mon cadreur est occupé, le premier assistant est occupé, le deuxième assistant est occupé. S'il y a à côté un grip, donc un machinot ou un électro, je peux lui demander de prendre une pièce caméra ou un truc comme ça pour un truc. Mais parce que l'équipe machinot et l'équipe électro font partie de l'équipe caméra. C'est d'ailleurs souvent les jeunes, on leur dit, tu ne touches qu'au matériel de ton département, tu ne touches à rien d'autre, sauf si on te le demande. La procédure, c'est, voilà, l'armurier, il prend l'arme, il la regarde et il dit « cold gun ». Donc ça veut dire que l'arme est safe. Ah d'accord. Cold gun. Ok. Et donc lui, il a pris un truc qu'il ne savait pas, il n'a pas checké, il a dit « cold gun ». Ouais. Ah Et apparemment, c'est un coup qui est parti tout seul. ah ouais. Donc le mec, il a fait ça, et le coup est parti tout seul. Il y a eu un accident qui était très célèbre dans les années 90 sur le film The Crow. Ah ouais. Brandon Le Lee. fils de Bruce Lee Ouais. est mort bêtement comme ça. Ah ouais, c'est Et vrai. depuis ce moment-là, les gens font 100 fois plus attention. Sauf que quand tu as des entitled brats, quel que soit leur âge, qui font parce qu'ils ont 20 ans de carrière, 30 ans de carrière ou 5 ans de carrière, bon ouais, mais moi je sais. Non, tu sais pas, c'est pas ton département, tu touches pas en fait. Ah d'accord. Alors, il y a aussi, justement, ça aussi, ces règles-là sont souvent imposées par les assurances aussi, non, c'est ça? Par les assurances, Voilà. en général en concertation avec les gens de qui c'est le métier, quoi. Voilà, donc il y a un problème non seulement de financement du film, il y a un problème de l'assurance du film. Donc il faut assurer l'équipe, il faut assurer ce dont on vient de parler là déjà. Ouais. Il faut loger cette équipe, hein, donc il y a tout un tas de choses qu'on doit financer. Alors ça c'est la pré-production et production, et puis après il y a la post-production, c'est-à-dire on va rajouter donc les éléments sonores, peut-être modifier encore Ça va être tout l'image. ce qui est montage, effets spéciaux, ok. montage son, c'est tout ça la post-production. Donc il y aura toute la post-production, Étalonnage. effectivement, pour la lumière. Et ensuite, une fois le projet fini, on vend le film, alors soit un sales agent, soit qui trouve un distributeur. Enfin, ça c'est l'ancien système. Hein. D'abord vers le distributeur qui lui va trouver une distribution. D'accord. Après la distribution en salle, parce que le distributeur ne s'occupe en général que des salles. Ouais. Et puis tu as la vie télé du film, parce que les télés font beaucoup de... Les télés donnent beaucoup aussi pour les budgets de films en fait. Mais les télés donnent beaucoup sur les films. Et les plateformes aussi, digitales maintenant aussi. Et les plateformes digitales donnent, elles achètent des films, mais elles en produisent aussi. Ah, elles achètent des films et en ils sont producteurs et distributeurs en même temps. D'accord. Alors ensuite, le film a du succès, enfin on espère, au moins il rentre dans ses fonds. Et là, qu'est-ce qui se passe? En général, beaucoup des gens, du personnel d'équipe technique et des acteurs
ils ont des contrats où on leur dit ils auront des royalties, c'est ça, en cas de succès. Non, alors, pour le moment, non. Ouais. Alors, les seules personnes qui ont des royalties, c'est certains des acteurs. Ouais. Les têtes d'affiche. Les têtes d'affiche. Le réalisateur et les producteurs. C'est eux qui continuent à être payés sur la durée de vie du film. Les équipes techniques sont payées quand ils ont fini le film. Toutes les semaines, ils reçoivent leur salaire. Parfois, il y a certains films qui sont faits en participation. Ouais. Mais c'est un moyen de réduire le salaire des gens. Ah ouais, d'accord, c'est plutôt une gentille arnaque. Une sympathique arnaque, d'accord. On leur dit, bon ben, vous en faites pas le jour où, mais en fait, voilà, ça n'arrive jamais. Et en fait, les gens ne récupèrent pas ce qu'ils doivent. Et ça s'est passé peu de fois. Ah, ça s'est passé peu de fois. Ça s'est déjà passé, j'ai pas les noms, j'ai pas les titres des films exacts, ouais. Mais ça s'est déjà passé. Ça s'est déjà vu où l'équipe technique a reçu de l'argent. Ouais. Ah d'accord, ok, d'accord. Okay. Donc voilà, et alors... Mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Alors comment est-ce qu'on ferait intervenir un NFT dans cet univers-là en fait? Alors, un NFT... Ouais. Avec tout ce qu'on a dit, production, assurance, et puis éventuellement back-end pour non seulement les têtes d'affiche, mais tout le monde, quoi, en fait. Pourquoi pas jusqu'au grip. On pourrait minter un NFT sur le master du film, donc la copie zéro du film. D'abord, ouais. Et de là, tu lui associerais un smart contract, et ça peut être fait en amont. Hein. Tu associes un smart contract au film, qui lui va ramener des royalties. Mais alors, commençons d'abord par la levée de fonds, peut-être. La levée de fonds, comment... Ok, le fait de fonds avec n'importe quel crypto. Soit par un crowdfunding, ce qui se fait énormément. Ouais. Qui se fait énormément, mais ça demande beaucoup de travail. Ah bon, pourquoi? En gros, sur la durée du crowdfunding, tu payes une personne qui va faire que ça tous les jours pendant la durée du crowdfunding. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc cette personne-là, elle sera occupée en fait ça va être un boulot à plein temps. Ah ouais, c'est un spécialiste en fait. Ouais, c'est un spécialiste. Parce que tu as des gens qui sont spécialistes dans le... Parce que c'est pas tout de mettre ton film, ton projet sur Kiss Kiss Bang Bang, par exemple. Ouais. Que cette plateforme de crowdfunding. Ouais. Mais pour que ton film, pour que ton projet reçoive l'argent que tu veux, la plateforme de crowdfunding va faire un travail Y. Parce qu'elle va le mettre dans sa mailing list, etc. de backers. Oh ouais, d'accord. Mais ça va jamais suffire à faire que ton projet soit financé. Donc il va falloir le partager sur un maximum de réseaux sociaux. Ouais, toi-même aussi. Pas une fois, mais, plusieurs fois. Ça va être répétitif. Tu sais bien mieux que moi. Bien sûr, ouais. Comment faire ça, tu vois. Et donc ça, c'est un travail à plein temps, quoi. Le gars, il va faire ça 4 heures, 5 heures par jour, quoi. Ouais, il faudra automatiser un bot, il faudra faire des choses comme ça. Voilà, il va faire tourner ça et malheureusement, il y a un moment c'était organique, maintenant ça ne l'est plus. Et donc du coup tu mets ton film sur ta plateforme de crowdfunding et tu peux atteindre via ta plateforme de crowdfunding. Tu dis bah voilà, on va le faire en sol, en ETH, en DOT. Tu choisis la crypto de ton choix. Et tu demandes tes fonds en crypto. Est-ce que tu pourrais créer une crypto pour le film? Ça c'est encore plus lourd. Ça pourrait être fait, mais ça va loin parce que ça te demande de programmer une crypto. Ah ouais, d'accord. Là, il y a de la programmation. Et donc du coup, ça te demande un IDO et tu dois la launcher, donc ça prend un peu plus de temps, quoi. D'accord. Ouais. Ça peut faire beaucoup de travail pour financer juste un film. Ouais. Ou alors, il y a un studio, ouais. Et donc c'est ton studio, ouais. Tu crées ta crypto. Mais t'as 10 films à lancer. Mais t'as 10 ou 15 films à lancer et tu fais ça, quoi. Donc ça, ce serait plutôt pour quelqu'un qui est établi, alors. Ça pourrait être quelqu'un qui est établi. Ouais, un studio qui est établi. Un producteur qui est établi. Ouais. Tu finances ton film, mettons, tu reçois 100 bitcoins pour ton film.
Ouais. Ah, pas mal. Ça te fait, au prix du jour, Ouais, ça fait tu 6 calcules. millions, 6 millions à peu près, quelque chose comme ça. 5-6 millions de dollars, ouais. ça te fait un chouette budget pour ton film. Tu commences à payer tes gens, Ouais. et donc tu dis à tes gens, ben voilà, attends une seconde, tu peux mettre pause 2 secondes? Et de là, tu lui associerais un smart contract, et ça peut être fait en amont, hein. Tu associes un smart contract au film, qui lui va ramener des royalties. Mais alors, commençons d'abord par la levée de fonds, peut-être. La levée de fonds, comment... Ok. Voilà. Ouais, voilà, faisons ça avec Ethereum. Tu reçois 100 000 Ethereum. Ouais. Ok, tu reçois 100 000 Ethereum pour faire ton truc. Donc, ça veut dire que tu as financé ton film sur la blockchain Ethereum. Tu fais ton film en payant tes gens, mais le truc, c'est que les contrats de tes gens, tu les enregistres sur la blockchain aussi. Ah, d'accord, ouais. D'accord? Ouais. Oui, Parce que ça reste un truc ça reste un truc. La blockchain permet d'authentifier les trucs, tu vois. Exactement. Donc, Ouais. tu enregistres les contrats de tes gens sur la blockchain, Ouais, ça c'est vrai. et à chaque contrat, tu associes un smart contract. Voilà. Et donc, selon le rang qu'ils ont occupé, selon leur poste qu'ils ont occupé dans le film, Ouais. tu leur accordes un pourcentage sur les revenus du film. Voilà. Ouais. Ça c'est vrai, c'est faisable, ça. Ça, c'est vrai. Et donc, du coup, comme c'est un smart contract, personne qui doit le vérifier, parce que une fois que tous les points sont rencontrés sur ton smart contract, le smart contract s'auto-exécute. Ouais, c'est vrai. Donc les gens, sans même plus devoir faire se réfléchir et poursuivre les maisons de production, etc., sur leur truc, enfin suivre physiquement, tu vois, regarder ce qui se passe avec avec un avocat, les comptables, tout ça. Voilà, ils vont savoir que et donc tous les mois ou tous les 6 mois, sur leur compte, ils vont recevoir tel pourcentage des revenus du film. Et donc chaque film qu'ils vont faire va leur donner des royalties sur ce qu'ils ont fait. Et c'est un super moyen de redistribution des richesses. Ouais, ça c'est vrai. Donc super moyen de redistribution des richesses en créant un smart contract. Alors, disons sur Ethereum, où effectivement tous les employés, tous les travailleurs, de l'acteur au grip, à l'assistant, au réalisateur, ont des contrats. Même le comptable qui va suivre le truc. Ouais. Le comptable qui va suivre tes dépenses sur le film, il va être payé. Il va te payer, ouais, c'est vrai. Il va te payer sur, on va dire, sur les royalties. Sur les royalties à venir. Ouais. Okay. Donc ça aussi, ça pourrait être un moyen de... Alors, t'as dit quoi comme expression? T'as dit de redistribution des richesses. Redistribution des richesses, voilà, c'est le mot que je cherchais. Un moyen de redistribution des richesses, un vrai moyen de redistribution des richesses équitable et de participation à un projet. Et donc, c'est ce qui permettrait aussi d'engager aussi, de pouvoir engager plus de monde, en tout cas plus de monde plus qualifié aussi. Oui, et il y a plein de gens super qualifiés. Mais au-delà de ça, c'est un bonus que tu donnes aux gens sur le film, en fait. Donc c'est une extra motivation aussi. C'est une extra motivation. Ouais, bien sûr. Hein. Et surtout qu'on sait que c'est des longues journées, justement. Donc, surtout que c'est des longues journées, c'est des trucs de fou. Enfin... par exemple, j'ai regardé ce qui se fait déjà un peu aux États-Unis. Il y a Trevor Hawkins qui a financé son feature film, Lord Vanna. Donc lui, il a pris un mortgage, c'est-à-dire il a pris une assurance, un deuxième crédit sur sa maison en fait, mais bon, à l'ancienne, donc pour financer le film. Mais seulement une fois que le film était fini, ce qu'il a offert évidemment, c'est qu'il a créé des NFT, chacun à $1000, et donc il en a imprimé 1000. Qui permettent d'avoir une participation, qui sont des actions du film en fait, grosso modo, qui seraient des actions du film. Et il a aussi créé des tokens à $100 qui donnent accès à la première du film, pour les gens qui veulent vraiment venir à la première du film. Donc ça se fait déjà, parce que là c'est un article que j'ai regardé, c'était de IndieWire, donc c'était en avril 2021. Ouais. Mais
c'est encore un truc, ça reste un peu exclusif, tu vois. Bien sûr, j'ai pas lu le truc, mais Ouais. c'est des tokens à $100 pour aller voir le truc du film. Ouais. Mais en quoi est-ce que ce token bénéficie à l'équipe du film, tu vois? Ouais, c'est ça. Le NFT, les NFT qu'il a fait, il les a distribués aux gens qui ont travaillé sur le film. Mhm. Où est-ce qu'il les a vendus où est-ce qu'il les a vendus ces NFT-là, Ah ouais. Mhm. tu vois? Ouais, c'est ça, c'est sûr. À qui les a vendus, comment il les a vendus, pourquoi. Voilà. Tandis que le NFT que tu limiterais de la copie 0 de ton film, Mhm. ça veut dire que tu donnes ça n'empêche pas les gens de le voir, mais tu pourrais, donc la copie 0 serait que tu vas mettre dans un musée ou je sais pas quoi, Mhm. et les gens pourraient y avoir accès, je sais pas, soit en payant un truc ou tu vois. C'est comme la copie 0 d'un film qui est d'un film sur pellicule. Après tu vas imprimer 100 copies. Mhm. Et 100 copies vont aller chacune dans une salle de cinéma. Et donc ces salles de cinéma vont pouvoir projeter ton film. Mhm. D'accord? Donc le NFT permettrait que tu fasses, au lieu de faire ces 100 copies, il y a 100 salles de cinéma qui vont venir se connecter sur le serveur de ton film et que tu puisses voir le film, et que tu puisses projeter le film. Tu vois. Le NFT ne veut pas dire que qu'on ne peut plus voir ton film. Ça veut juste dire que tu gardes les droits, tu gardes le contrôle sur les droits de ton film. Ah, d'accord. Donc c'est sur les droits, en fait. C'est pas Voilà. sur le. Ok, d'accord. Voilà. Ça, c'est sur les droits du film. Ok. Voilà, le NFT, c'est vraiment ça. Le NFT est sur les droits que tu concèdes pour que les gens puissent voir ton film, que tu puisses vendre, tu vois. Mhm. Genre, mettons, dans 100 ans, ton film est devenu une masterpiece et il est vendu aux enchères. Mhm. Le NFT va permettre de prouver que c'est la copie 0 de ton film, que c'est le master de ton film. Mhm. Mhm. Ouais, ça peut marcher aussi. Ah, parce qu'il y a aussi Jennifer Esposito, donc ça c'était dans le Hollywood Reporter, et donc elle a 2 films, Summer of Sam, et son prochain film donc c'est Fresh Kills, et donc là elle va financer le film à travers des NFT et donc une sorte de IP aussi où elle va vendre des actions du film. Et puis donc, alors les investisseurs qui veulent investir dans le projet, peuvent effectivement, ils vont acquérir donc les NFT qui sont flotés donc sur le stock exchange Upstream, d'accord. La cible c'est 3,5 millions de dollars. Et ensuite, ce qu'elle va aussi faire, c'est aussi elle va vendre aussi des NFT liés au film. Donc, par exemple, liés, je sais pas moi, liés aux costumes, liés aux masques. Oui, voilà. Donc ça peut marcher très bien avec les films de super-héros, des choses comme ça, ou même des films où il y a beaucoup de props, on va dire. Oui, voilà. Oui, du coup, toutes les pièces, tous les trucs physiques de ton film peuvent avoir une identité. Mhm. Une identité sur la blockchain. Ouais, ça, les décors, les costumes. Voilà, voilà. Les décors, je sais pas, parce que ça prend beaucoup de place. Ouais, c'est vrai. Ouais. Souvent, ils sont recyclés. Ouais. Mm. Souvent, il y a des parties de décors qui sont recyclées. Ah, d'accord. Mais il y a plein de choses, genre les costumes. Ouais. Tu peux minter une NFT sur n'importe quel des costumes qui devient une pièce unique. Mm-hmm. Et donc ton film devient une pièce en elle-même et les NFT, les pièces, des costumes et des props sont associés à la NFT de ton film, tu vois ce que je veux dire. Ça devient des séries, ça devient des packages, tu vois. Ouais. Et c'est aussi, c'est complètement, enfin, tu vois. Ouais. Du coup, chaque truc est une œuvre d'art. Ouais, bah oui, c'est ça. Tous les éléments du film deviennent une œuvre d'art, forcément. Voilà. Après, Gary Vee dit, pour lui, on est dans une espèce, pour le moment, on est dans une espèce de bulle de NFT. Et donc, il y en a qui continueront à prendre de la valeur, mais il y en a qui dans 5 ans, elles voudront 0. Ouais, c'est sûr.
Par exemple, tous ces Ouais, tiens. CryptoPunk et... Ah ouais, c'est ça. Alors oui, le plus connu, c'est CryptoPunks, évidemment. Ouais. Hein, qui a débuté sur l'Ethereum en 2017, hein, d'accord. Voilà. Ouais, par le studio Lanvalab, d'accord. Et Ouais. puis une collaboration entre des Canadiens, des développeurs canadiens, d'accord. Et ils ont fait 10 000 items, donc 10 000 je sais pas, des photos. Ouais, Ouais, 10 000 CryptoPunk. 10 000 CryptoPunks, d'accord. Et donc c'est ce qu'on appelle des ERC 721, hein, donc ERC Ouais. 721 tokens. Et donc pour l'instant, voilà, il y a 3000 personnes qui en possèdent. Et alors ça se vend. Ah, il y en a qui se vendent très cher. Ça se vend très très cher. Ouais, pas des- Mais Mais les bon, CryptoPunk, c'est vrai, ils vont... c'est 15 000 Ethereum par semaine, voilà, donc à peu près, tu vois. Voilà. Sachant que Les l'Ethereum CryptoPunk, est à 4 000 ils $. vont continuer à avoir du... Pardon, excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais, vas-y. Ils vont continuer à avoir du succès parce que c'est les premiers, Ouais. mais tu as tous ceux qui ne leur ressemblent pas, mais ils sont similaires. Mhm. Parce que le moyen l'art utilisé est similaire, tu vois. Enfin, Ouais. c'est un dessin en 8 bits, on va dire. Ouais. C'est intéressant, Ouais. mais c'est similaire, il n'y a pas d'innovation Il n'y a derrière. pas d'innovation, il n'y a pas de réelle innovation. Autant les CryptoPunk étaient une innovation, Ouais. les autres ne le sont pas. Ouais, c'est ça. Parce que en tout cas, c'est Larva Lab, hein, Larva, Labs, Labs. Il y a un Ouais. Discord et puis un site web aussi, hein, donc Larva Ouais. Labs. Ok, donc allez voir. Alors, il y a aussi Crypto Ads, c'est un peu le même principe. Il y en a 6969, à bien jouer. Et donc, c'est des créatures amphibies qui se baladent dans un swamp, d'accord. Donc, Voilà, ok. Il y a quand même 2000 possédants, et puis le prix moyen, c'est 1,9 Ethereum. Donc, voilà. Et ouais, ils en vendent 6000 Ethereum par semaine. Donc, quand même, hein, donc, sachant que l'Ethereum... par semaine. Ouais. Ouais. Sachant que l'Ethereum a 4 000 $. Hein, donc, Ouais. c'est des sommes sérieuses. Et donc, c'est intéressant parce que c'est en train de vulgariser le truc. Ouais. Mais comme je sais plus c'est qui disait ça, mais la beauté dans l'œil de la personne Qui achète. de la personne qui est en face. Ouais. Et donc du coup c'est le truc qui va c'est vrai que tout devient art et c'est beau. C'est très intéressant. Ah ouais. C'est très intéressant, mais il faut voir plus loin. Il faut voir plus loin que ces trucs en 8 bits. D'accord. Bah Par oui, exemple, ouais. Gary Vee, ce qu'il a fait, il a vendu je sais pas combien de NFT, mais sur chaque NFT qu'il vend, il y a un petit perk en plus, tu vois, il y a un petit goodies en plus, tu vois, il y en a certains, ils vendent, et puis en fait, le NFT que tu achètes, eh ben, ce NFT est associé à un call de 1 heure en one-on-one avec lui, par exemple. Ah, voilà la différence. Ouais, t'as raison. Ça c'est intéressant maintenant. Tu vois, où il y a ça me donne accès à un truc de son écosystème. Voilà, ouais. Donc oui, mais donc pour revenir au film, on pourrait avoir un NFT. J'achète un NFT sur, je sais pas moi, la robe de la danseuse du film, et puis Ouais. j'ai droit à pas une danse avec la danseuse, mais peut-être j'ai droit à venir sur le plateau, et puis je peux être Voilà. figurant sur le film, par exemple. Voilà. Ouais, par exemple, je serais figurant. Et donc du coup, ce Ouais. serait, bah, du coup, tu vois, on en revient au crowdfunding, Ouais. tu vois. Ouais, c'est ça. On en revient au crowdfunding, ouais, évidemment. Ouais, donc, être figurant sur le film, ça c'est une chose. Être à la première, c'est une autre chose encore.
Ouais. Avoir accès peut-être au behind the scenes, je sais pas, comment... Oui, voilà, ou avoir accès à une copie du making-of, tu vois, Ouais. enfin, Enfin, un call avec... venir passer 1 heure en studio avec les gars qui sont en train de faire le mixage son, l'étalonnage ou quoi que ce soit, tu vois. Ah ouais, comme ça aussi, ouais, c'est sûr. Il faudrait trouver un moyen de... Ouais, avoir une valeur ajoutée au NFT, en fait. Faut aller plus loin que... Le NFT en lui-même est déjà une sacrée valeur ajoutée. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est un truc si c'est une robe, par exemple, si t'as minté une NFT sur une robe d'un film en costume, tu vois, d'un film d'époque, genre un film qui se passe à l'époque victorienne ou quoi, et que t'as minté une NFT sur la robe que la reine Victoria porte dans une scène où elle se fait poignarder, par exemple, qui est le climax du film, on va dire. Ouais. T'as une NFT avec une tache de faux sang qui va prendre de la valeur. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai. Moi, on a vu ça. Moi, j'ai vu ça à Halloween. Hein, tout le monde était déguisé dans le métro. Donc, j'ai vu ça. Ouais, c'est vrai. Et donc, tu vois, du coup, c'est ça la beauté de la chose. C'est un truc quand j'ai vu ça, mind blown. J'ai eu le cerveau qui a explosé tellement j'ai vu toutes les possibilités. J'ai littéralement vu, tu vois, c'est le truc où tu vois une map comme ça avec tous les points qui se relient et puis que chaque point s'illumine comme ça. Ben, ça a fait ça dans mon cerveau. Right. Ah ouais. Alors il y a les Cool Cats aussi, Cool Cats NFT qui sont assez connus. Ceux-là aussi, hein, Alors il faut le dire, hein, c'est quand même, soyons honnêtes, c'est quand même beaucoup de codeurs et développeurs. Donc c'est pour ça aussi que, comme tu disais, il n'y a pas beaucoup d'imagination. C'est peut-être ce qui peut expliquer aussi les choses. C'est pas encore des vrais artistes. C'est pas encore des vrais artistes avec un vrai talent. Ah oui, après tu peux passer par des plateformes qui vont minter pour toi. Tu vois, tu passes par des plateformes qui vont minter pour toi et donc ah ouais. tu fais, par exemple, on va prendre une photo. Ouais. Là, je prends une photo, je la fais, je l'édite, machin. Je fais ma photo dessus pour la rendre peps, tu vois. Et puis je la passe sur une plateforme où je peux la minter, tu vois. Parce que dans Photoshop, je peux sortir un GIF, un PNG ou whatever. Et du coup, je la sors et je mine mon NFT sur ma photo. Okay. Ouais. Et du coup, toutes tes photos deviennent des NFT. Et tu peux faire tu peux faire un truc unique, tu peux faire une pièce unique. Et tu peux faire une série. Tu vois. Tu fais une série de 10, 15 photos sur le même thème, on va dire. Tu les numérotes. Et puis tu les mets sur ton site de ton marketplace NFT et tu les vends, quoi. Et en plus maintenant il y a même des marketplaces qui proposent un print. Donc la personne qui achète ton NFT, ils vont te printer. Ils vont printer comme ça, tu peux la mettre sur ton mur, comme ça tu la vois tous les jours, t'es pas obligé d'aller la regarder sur un disque dur. Ah ouais. Là, tu reçois ton NFT sur ton wallet, et en plus tu reçois une copie physique, mais c'est de la balle. C'est de la balle, c'est vrai. Et alors mon préféré, moi, c'est CyberKongs. Ouais, ils sont à peu près 9-10 Ethereum en moyenne. Il y a 1000 propriétaires déjà, ils en vendent pas mal. Hein, donc, 3 NFT à peu près par
semaine. Ok. Donc, voilà, donc c'est assez costaud. Alors, ils appellent ça des... comment ils appellent ça encore? Il y a un nom, c'est NFT Social Avatar. Donc, c'est des avatars sociaux, pour les réseaux sociaux numériques, d'accord? Et, Ok, donc c'est un truc que tu mets, tu peux t'en servir comme photo de profil pour ton truc. Quoi. Exactement, qui peuvent être 2D ou 3D d'ailleurs. Donc, après, c'est un peu dangereux parce que quand tu connais le prix du truc, ça veut dire que donc ça vaut 4 ou 5 Ethereum. Ouais. Donc, et puis tu vas t'en servir comme avatar sur tes réseaux sociaux. Donc tu vas la mettre comme photo de profil sur ton Twitter, sur ton truc. Mais ça veut dire que dans un monde parfait où on est tous en crypto et tout ça, un head c'est un head. Ouais. Mais du coup, en fiat, ça fait ton truc, il coûte 15 000 balles, ça veut dire que tu mets à la face du monde, tiens, j'ai pu me payer une photo de profil à 15 000 balles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Ouais. Donc n'importe quel hacker un peu malveillant, il peut aller tenter de te hacker ton wallet et te strip down de tes cryptos, quoi. Ça c'est vrai. On va parler aussi de ces dangers-là un peu plus tard. Donc là t'as raison. Alors pour ceux qui veulent s'informer un peu plus, il y a quelques bons blogs. Je sais pas, peut-être t'en connais toi aussi. Mais moi, il y a ouais, vas-y. Ouais, il y a nonfungible.com, il y a OpenSea, la partie blog, il y a DCL Blogger, il y a NFT Lately, puis vas-y, je t'écoute. Alors moi, il y a un gars que je suis énormément, c'est Coinbureau sur YouTube. D'accord. En fait, il y a 3 personnes chez qui je prends mes infos, parce que je trouve que leurs infos sont... leur recherche est toujours on point, et ils citent toujours ses sources. Donc tu as Coinbureau, tu as Elliott Trade, et tu as Sheldon Evans sur YouTube. Donc tous les 3 c'est des chaînes YouTube. Et puis il y a aussi Gary Vee quand même. Gary Vee aussi. Ils sont vraiment... Gary Vee aussi. Il y a Crypto aussi. Ouais. Oui, Gary Vee, ouais. Mais Gary Vee, il est pas... Son blog n'est pas que sur la crypto, c'est plus généraliste et il est spécialiste. Il s'est spécialisé en crypto. Tu vois le mec, comment il a... J'adore comment il a... Tu dis, ouais, je suis en train d'apprendre, je vous en parle pas maintenant, mais je suis en train d'apprendre. Et quand je saurai assez pour savoir de quoi on me parle, je vous dirai. Okay. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un mindset qui est vraiment, je trouve, très, très intéressant. Mais ce que j'aime bien, lui, il vient du monde de l'art, justement, d'abord à la base. Il vient des médias. Et... Il vient à la base. Ouais. Il vient du monde des gens qui vendent du vin. Ah ouais, base, ouais, par exemple. Ouais, et puis il a commencé, et puis après il a commencé à faire des médias, etc. Ouais, donc mais c'est bien pour ceux qui veulent, parce que ceux qui auraient peur, qui se disent mais je suis pas geek, je suis pas formé à ces choses-là, et puis je sais pas, si je tombe directement sur des geeks et qui vont utiliser un vocabulaire qui va me faire peur. Non, voilà, c'est ça qui est bien. Ouais. C'est ça qui est bien avec Coinbureau, c'est que le mec c'est un passionné de crypto, mais c'est pas un geek à la base, et le mec, ses recherches, il parle très clairement. C'est ça qui est très très bien. C'est ça que j'adore chez lui, il parle très 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 bien. D'accord, ok. En tout cas, dans tous les cas, nous ne sommes pas des conseillers financiers et vous devez vous adresser à des experts pour savoir où investir exactement et vous exécuter auprès de l'autorité fiscale de votre pays également. Ok, ça c'était bon. Faut le dire, sinon on va pas se retrouver en prison après d'avoir fait un podcast. C'est dommage. Mais ceci dit, nous sommes experts formés sur la question des NFT. Nous sommes très très forts là-dessus. Ne vous trompez pas. Ouais. Et on peut vous aider à naviguer ces eaux troubles
où il y a des scammers, des poseurs, des escrocs, etc. Et puis il y a aussi des vraies choses et des très bonnes choses, mais en général, comme vous le savez, les bonnes choses, elles sont très difficiles à trouver. Ça, c'est toujours la grosse... Il y a toujours les bonnes choses et il y a toujours une minorité de gens qui vont essayer de profiter et c'est souvent cela qu'on voit en fait. Voilà, exactement. Et malheureusement, c'est ceux qui font le plus de bruit. Ouais. Ça va tellement à l'encontre de tout ce que les gens sont, parce que la plupart des gens sont des personnes décentes. Et quand ça va tellement à l'opposé, que c'est ça que tu vois en fait. C'est la première chose que tu vois parce que c'est tellement à l'opposé, c'est tellement flagrant en fait. Ouais. Exactement, ça va tellement à l'opposé du principe de base en fait. Voilà. Mais ça, il faut avoir étudié tout le cheminement et toute la construction de l'écosystème pour comprendre ce qui ne va pas avec l'écosystème en fait. Et qui vient juste se rajouter au-dessus, en reprenant les mots-clés de l'écosystème, en faisant des faux profils LinkedIn et puis en présentant un site web plus ou moins à l'icrac. Et ça, si vous adressez à des gens comme nous, en général, nous on peut vous dire en 2 secondes, mais non, n'y allez pas, ça n'a aucun sens. Voilà. Mais bon, faut savoir discerner les choses. Alors, une ou deux plateformes par rapport donc à ce qu'on a cité, il y avait Leveler, Leve2LER. Donc c'est la plateforme sur laquelle si vous voulez le financement s'est fait des films dont j'ai parlé un peu plus tôt. Il y a aussi Upstream Market alors ça c'est carrément c'est une app, il faut télécharger l'app et là vous avez accès maintenant à tout un tas ils financent évidemment pas que des films, il y a plus que ça, il y a tout un tas de NFT, il y a des IPO, vous pouvez aller acheter du Bitcoin, des Ethereum, enfin bref. Upstream c'est beaucoup plus c'est une plateforme complète en fait, il y a de tout vraiment. Alors que Leveler ils sont plus spécialisés projet. Voilà, donc comme ça au moins vous savez. Alors Upstream c'est EUPSTREAM. Voilà. Alors, mais on se demande aussi parfois est-ce que les gens apprennent dans ces écoles de films, de cinéma, parce que il va falloir que ça, ils en parlent dans les écoles, dans les formations audiovisuelles, parce que souvent ça manque aussi. Ça. Mais c'est souvent le problème, un des problèmes, c'est que comme on fait un métier d'art, normalement on doit avoir l'esprit très ouvert. Ouais. Mais l'être humain étant ce qu'il est, on a tous nos petites idiosyncrasies, nos trucs. Et donc la plupart du temps, les choses sur lesquelles la plupart des choses que tu ne comprends pas, tu te braques et tu te fermes à ces choses-là. Et donc du coup, comme tu te braques et tu te fermes, tu vas plus facilement les éloigner et les balayer d'un revers de la main en les repoussant parce que ça ne correspond pas à ta réalité ou ça ne peut pas être à ta réalité. Donc du coup, tu vas les dismiss en fait. Ça c'est sûr. Et donc, mais c'est vrai qu'il faudrait en parler parce que l'autre jour j'en parlais avec un ami producteur. Un jeune producteur. Et il était assez il était très intéressé. Il m'a posé, on en a parlé pendant 2 heures. Il est parti avec un carnet plein de notes. Et il aura ce podcast en plus, comme ça va le faire. Voilà. Ouais. C'est bien. Mais pour en venir au NFT, tu peux minter une NFT. Par exemple, tu peux minter une NFT sur. Tu peux minter une NFT sur un clip, par exemple. Ouais. Tu fais un clip. Et tu mintes ta NFT dessus. Ah ouais. Et après, tu peux vendre le master, tu vois. Tu peux vendre le master parce que c'est une œuvre d'art. Un clip est une œuvre d'art. Une pub. Alors, on va pas parler de toutes les pubs, mais il y a certaines pubs qui sont des masterpieces. Ouais, c'est vrai. Il y a des pubs qui sont des icônes. Par exemple, tu te rappelles la pub de quand on était à l'Uni à l'IEX, la pub Wazar, la pub de Budweiser. Ouais, Budweiser.
c'est un masterpiece. Ouais, c'est vrai. Cette campagne-là était un masterpiece. Tu peux minter une NFT sur chaque spot. Mhm. Ouais, c'est vrai. Encore aujourd'hui, des gens qui n'ont jamais vu cette pub te sortent du hasard. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et alors, enfin, est-ce qu'on pourrait faire des placements de produits avec des NFT ouais, c'est logiquement, ouais. Parce qu'il suffirait qu'il y ait Ça se pourrait. il suffirait qu'il y ait un QR code ou des choses comme ça sur le. C'est imaginable. Ouais. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Mhm. Le champ des possibles est immense. Ouais, c'est vrai. Ouais, ok. Tu peux... La bouteille de bière utilisée... Par exemple, imagine-toi. Imagine-toi, on est en 2000. D'accord? On est en 2000. Ils sont en train de tourner la pub. Ils sont en train de tourner la pub Budweiser avec cette truc-là. D'accord? Et il y a des NFT. On est en 2000, on peut minter des NFT. Imagine-toi, les mecs, ils mintent une NFT sur chaque bouteille de bière qui a été utilisée dans le spot. Waouh. Ouais. Ah ouais. Et là, t'as une bouteille de bière unique, ouais. Et là, t'as une bouteille de bière unique. Ouais. Ouais, ça marcherait. Ça marcherait pas mal. La pub Orangina. Ouais. Les pubs Orangina de Alain Chabat. Ouais. C'est vrai. On s'en souvient. Ouais, voilà, c'est vrai. Ouais. Orangina, l'orange sanguine, mais pourquoi ils sont si méchants? Parce que, bam, t'as la NFT de la boule de flipper qu'ils ont utilisée. T'as la NFT de la... Costume. Du costume, tu as la NFT. Ouais. Ah, c'est ça, ouais. Et maintenant, avec Halloween, tout le monde porte des costumes. Donc, moi, je préfère avoir le costume original de la pub qu'un costume, voilà. un costume lambda. Ouais, c'est clair. Mais t'imagines tout ce qu'on peut faire avec ça? Ah ouais, c'est clair. Même sur les pubs, ouais. Faudrait même y penser sur les pubs. C'est vrai. Ah, mais moi, je sais pas encore comment je pourrais le faire, mais c'est un truc que je me dis que qu'on pourrait faire. Imagine, un spot de pub. Alors, il faut pas que ce soit... Il faut qu'il y ait que la pub soit un peu jolie, tu vois, à faire. Ouais. Ouais, mais il y aurait un QR code. De toute façon, le QR code serait cousu sur le costume, donc on peut pas... Oui. Ouais. Il y a un QR code, c'est clair. On peut l'identifier. Les gens peuvent regarder la pub, bloquer l'image, prendre leur smartphone, scanner le QR code et puis retrouver le costume et il vaut 100 € ou 200 €, je sais pas quoi. Non, tu peux même faire une vente aux enchères. Une vente aux enchères, ouais, pourquoi pas, ouais, voilà, ouais, c'est vrai. Ouais. En plus, ouais, ce serait plus intéressant, effectivement, ouais. Si c'est une vente aux enchères. Ouais. Non, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il y a des trucs. Après, il faut voir ce que les gens ce avec quoi ils sont à l'aise. Mais... Ouais. Alors, on va poser là et on va regrouper. Rapidement, Ok. Donc, ensuite, on va regarder un peu, donc on continue un peu dans l'audiovisuel. Et donc là, on va s'attaquer un peu à la photographie. La photographie a une spécificité quand même, c'est qu'il y a un premier marché, il y a un coût d'achat. Puis après, en général, il y a un marché secondaire où on prend et on revend la photo qu'on a achetée. Alors, l'idéal, ce serait que, évidemment, dans le marché secondaire, le photographe continue à récupérer des royalties sur les back-ends, des reventes, des multiples reventes. Enfin, dans l'art aussi, mais dans la photo, c'est vraiment assez fréquent. Alors, il y a quelques plateformes, il y a OpenSea, il y a OpenSea, O-P-E-N-S-E-A, il y a Rarible, A-R-A-R-I-B-L-E, il y a Super Rare, comme Super, Rare, R-A-R-E, il y a Foundation, comme la fondation en anglais, Foundation. Ouais. Il y a Nifty Getaway, N-I-F-T-Y, Getaway, G-A-T-E-W-A-Y. Known Origin, N-O-W-N-O-R-I-G-I-N. Et puis il y a Bitski, B-I-T-S-K-I. Voilà.
Alors, toi, de ta connaissance un peu du marché de la photo, enfin, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entrevois? Ben, il y a aussi Metaplex en fait. Metaplex, ok, Metaplex. Ah ouais, ça, je connaissais pas. Je vais arrêter ça. Metaplex. Et là, ils font quoi? C'est de la photo aussi, beaucoup? Non, c'est une plateforme. C'est une plateforme NFT sur la blockchain Solana en fait. Ah ouais, d'accord. Toutes celles que tu as dit sont sur la blockchain Ethereum. Et en fait, aujourd'hui, toutes les blockchains qui font du smart contract ont leur plateforme NFT. Ouais, d'accord. Donc Binance a sa plateforme NFT, qui est ils ont deux marketplaces. Il y en a une c'est Juggernaut et l'autre je sais plus c'est quoi le nom, mais je devrais pouvoir te le retrouver. Polkadot a aussi sa plateforme. Ok. Le NFT, je peux te retrouver les noms si tu veux. Je les ai pas de tête comme ça. Il y a donc Metaplex que je te dis qui est sur la plateforme Solana. Mais en faisant une recherche Google, tu peux très vite trouver. Il y a moyen de très vite trouver qui fait quoi, quel. Alors, il y a une différence quand même. Il y a ce qu'on appelle les curated marketplace, c'est-à-dire il y a une sorte de comité d'experts à l'intérieur de la marketplace qui va approuver tes photos ou pas, comme Super Rare, SUPERRARE, ou Nifty Getaway, ou Lobada, LOBADA, qui elles vont vraiment valider l'artiste, entre guillemets, ou valider la valeur artistique, et puis seulement à ce moment-là te laisser sur la plateforme. Et puis tu as des open marketplace qui elles vont, comme Rarible, R-A-R-I-B-L-E, et OpenSea, OPENSEA, qui elles vont vraiment, qui laissent entre guillemets n'importe qui uploader du contenu. D'accord. Donc il y a deux différents types de marketplace pour les photographies, pour les choses un peu artistiques, etc. Donc il faut faire attention à où vous allez. J'ai pas encore vu beaucoup de photos sur les marketplaces NFT. Ah bon? Beaucoup des fichiers vintage et tout ça, des fichiers comme les CryptoPunk et Border et tout ça. Donc il y a encore une domination des geeks et des technos. Voilà. Mais ça va changer. Hein. Il suffit que les gens commencent à. Que les photographes commencent à s'y intéresser. Et ça va commencer à venir. Mais c'est vrai que, comme tu disais, la photographie, tu as un premier marché, puis tu as un marché secondaire et tertiaire. Donc le marché secondaire, donc le marché primaire, c'est la vente en galerie ou en one-on-one. Et puis tu as la vente. Et puis après, le marché secondaire, c'est la revente. Donc c'est les gens qui revendent les photos. Et donc du coup, on pourrait, ce qui est intéressant, c'est que le photographe reçoit une royalty sur la vente de son œuvre. Donc ce que tu viens de dire là est très important en fait. Ce que tu es en train de dire, c'est que de toute façon, aujourd'hui, une galerie d'art ou une galerie de photo, ou même un studio de cinéma, allons plus loin, de toute façon, doit être associé avec une marketplace, forcément. Ce serait intéressant. Forcément, il doit être forcément associé avec une marketplace. Enfin, il doit travailler en partenariat avec une marketplace. Voilà. Il doit avoir accès privilégié à une marketplace où il peut déposer son travail tout de suite. Voilà. Et après, on peut imaginer que dans un futur plus ou moins proche, tu puisses minter toi-même ta NFT. Ouais, exactement. Là, ce serait l'idéal. Sans avoir à passer par une marketplace ou quoi que ce soit, tu vois. Le contrôle. L'intérêt de la marketplace, c'est quand même que la marketplace a, comme tu as dit toi-même, il te rend visible. Ouais, ils te rendent visible.
Donc ils ont une mailing list, des gens qui ont déjà acheté des choses et qui reviennent régulièrement acheter autre chose. Hein, c'est comme un supermarché. Une fois que tu es allé dans un supermarché une fois, que tu as aimé, je sais pas, le poulet que tu as acheté, bah, tu as tendance à revenir dans le même supermarché, on va dire, entre guillemets. C'est vrai. Donc de toute façon, un studio, une galerie d'art, un producteur, tous ces gens-là, ils doivent avoir un accès privilégié au moins à une ou deux marketplaces où ils vont tout le temps dumper leurs nouvelles créations, quitte à avoir un jour, comme tu dis, sachant que la meilleure option pour le game, c'est d'avoir soi-même son propre, au moins ton magasin, donc ton e-commerce quelque part. En plus. Ouais. Hein, donc, voilà. Ou alors s'associer avec la marketplace pour qu'elle te fasse en marque blanche. Elle peut reproduire les mécanismes et le back-office, le back-end pour toi, en fait. Mais tu mets ton logo, et ce sera ton logo, si tu veux, sur le fronton, bien que ce soit en fait le back-end d'une marketplace qui s'occupe de tout le travail informatique qui est quand même lourd derrière, parce qu'il y a toute la cybersécurité, il y a plein de choses derrière qui doivent tourner. Donc, je sais pas si... Oui, mais aujourd'hui, c'est un peu lourd, mais imaginez que dans un futur proche, avec les compétences des cartes graphiques, etc., et que la blockchain se simplifie, que ce soit un bête programme que tu runs sur ton ordinateur, sur ton laptop, tu vois. Que ce soit un bête programme comme un autre, et comme c'est décentralisé, que ça passe par des nœuds, t'as plus besoin de toute cette puissance de calcul. La puissance de calcul est partagée par tout le réseau. Ah oui, d'accord, Ça peut être, ça sera dans le futur, ça j'imagine ça, très bien. Comme on disait une des fois où on en parlait, que tu es une app et puis par exemple t'es dans ta Tesla, t'es en train de rouler avec ta Tesla et tous les 10, 15, 20, 100, 500 km, tu reçois un token. Pour avoir conduit ta Tesla sans accident. Pour avoir conduit ta Tesla. Ouais, c'est vrai. Ça aussi. C'est une idée pour Elon Musk, hein. si tu nous écoutes. Elon, tu nous écoutes. Je veux un NFT sur ce que je viens de dire là. Non, pas d'argent, un NFT, voilà. Tu veux un NFT sur ce que je viens de dire. Voilà. Ok. Tu mets un NFT sur ce que je viens de dire. Ok. Un NFT, ça peut être un brevet. Ouais. C'est vrai. Ça peut être un brevet. C'est sûr. Ok. Bon, pause. Ça, ils ne sont pas falsifiés. Ils sont pas falsifiés. Ils sont pas falsifiés. Ça me pose. Non, vas-y, fini. Tu disais? Non, ton brevet ne sera pas falsifié, ne sera pas falsifiable. Ouais. Et on ne pourra pas te le piquer. Enfin, il y aura toujours quelqu'un qui essaiera de te le piquer et qui va trouver un moyen de te le piquer. Mais il ne sera pas falsifiable. Ouais. Ça, c'est vrai. Ok. Allez, on passe en pause. Et donc, oui, et sur ton NFT, tu peux mettre un smart contract qui va dire que chaque fois que tu es payé, je ne sais même pas si on peut le faire dans le NFT directement, mais chaque fois que le NFT va changer de main, tu reçois un pourcentage de la vente. Ok. Donc maintenant, moi je fais une photo. Je te la vends. Ouais. Avec un NFT, tu vois. Je te la vends. Ouais. Et toi tu me dis, ok, tu m'as payé, machin, nani, nana. Ouais. Dans 5 ans, la photo a pris de la valeur, mais toi tu l'aimes plus. Tu dis, j'ai plus envie de la voir, je vais la vendre. Il y a un mec qui vient, qui te propose, il te paye le triple de ce que tu l'as payé. Et sur le smart contract,
Et t'as même pas, on n'a même pas besoin tu vois, t'as même pas besoin de me le dire. Une fois que tu vas la vendre, elle va changer de wallet. Du prix, il y a une partie qui va me revenir à moi. Automatiquement. Automatiquement. Et quand t'as l'argent que tu veux, le gars il a payé le prix que tu voulais. Et il y a une partie qui me revient. Sans qu'on ait à s'embrouiller, sans qu'on ait à, tu vois, voilà. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ok. Allez. Pause. Ok. De retour. Écoutez ce podcast, partagez ce podcast, likez ce podcast. C'est le meilleur podcast de tous les temps, Starcast. Donc maintenant, on regarde les limites du modèle NFT appliqué aux arts. Il faut savoir qu'évidemment, si on lit le website OVR, AI ou AJ, je ne savais pas comment lire. Ok, voilà ce qu'ils disent. Based on the current gas price, it costs between $15 and $50 to mint a single piece of NFT artwork on Ethereum and $3 or more to send it to another account. Donc ça coûte entre 15 et $50 pour minter une pièce unique d'art sur un NFT, d'accord, sur la blockchain Ethereum. Et encore $3 pour l'envoyer à un autre compte, d'accord. Donc, ce qui a créé en fait la nécessité de créer ce qu'on appelle le light minting solution ou le lazy minting solution, d'accord, et qui permet en fait, si vous voulez, vous pouvez déposer votre NFT sur une plateforme, d'accord. La plateforme garde évidemment toutes les métadonnées sur ce qu'on appelle IPFS, et puis seulement le jour de la vente, d'accord, à ce moment-là, est minté, donc imprimé, grosso modo, ou minté réellement, le token sur le jeton, donc sur la blockchain, d'accord, en tant que ERC 721. Et à ce moment-là, elle apparaît donc dans votre wallet, dans votre portefeuille à vous, d'accord. Donc ça, c'est une des solutions, c'est une des limitations du modèle qu'on peut voir. Je ne sais pas si toi, tu as vu d'autres modèles où, on parle des NFT, nous, évidemment, on est enthousiaste vis-à-vis de la chose. Mais bon, il y a des gens qui vont être rebutés peut-être par les prix. Je dis entre 15 et $50 pour minter, $3 pour l'envoyer. Il y a des gens qui vont forcément reculer en voyant ça. Et alors, d'une part, est-ce que tu penses qu'il y a des limites, toi ? Est-ce que tu penses que ça va réellement bloquer les gens ? Est-ce que tu vois les prix baisser à un moment ou à un autre ? Vas-y, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, les prix sont déjà en train de baisser parce que tu as déjà... par exemple, tu as Juggernaut, qui est une marketplace de la Binance Smart Chain, qui elle fait déjà du lazy minting. Attends, tu as dit comment il s'appelle ? Juggernaut. Ah ouais, d'accord. Okay. Le site c'est jgnft.com. Ah ouais, d'accord, ok. Donc il y a 2 N, JG, 2 N, ft.com. Et donc on va appeler ça du light minting ou du lazy minting. Alors, on va dire minting léger. D'ailleurs, minting, c'est comment on dit ça en français, mint ? J'ai jamais entendu. Mais bon, ok, c'est pas grave. Okay. Donc lazy minting ou light minting, d'accord. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc il y a OVR, t'as dit, et puis il y a qui encore ? OVR, pardon. Ouais, il y a sur la blockchain Solana. Ouais. Donc le SOLANA. Metaplex, ok. Meta, puis Plex, PLEX. Ouais. Et là aussi, on peut faire des NFT, donc, du lazy minting.
donc le minting, le minting coûte $2,49. Ah, d'accord. Mais il y a un prix annoncé dès le départ. Ouais, ça coûte $2,49. Alors, tout savoir, Auction, c'est, enfin, je sais pas, c'est la mise en vente ou je sais pas. Ça va coûter $7,46. Ok, l'enchère, ouais. Et pour un total, le total est à moins de $10. Ok. Pour un NFT. Ouais, un NFT. Ouais, mais si on parle de notre film, il va en produire plusieurs, d'autres réalisateurs de films, producteurs de films. Ouais. Et donc du coup, c'est moins de $10, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais au moins les prix sont annoncés avant. Alors que quand c'est sur Ethereum, le prix varie entre 15 et 50. Donc tu sais pas au moment où ça se passe si tu es plutôt autour de 16 ou plutôt autour de 49 en fait. Donc voilà. C'est ça le problème avec le... Ou si t'es pas à 55. Ou à 55 même parfois, ouais, c'est vrai. C'est ça c'est un des grands problèmes de Ethereum. C'est les gas fees que tu payes en fiat en fait qui sont assez qui sont assez immenses en fait. Ouais. Ils sont assez élevés, ouais, quand même. C'est très élevé. Bon, ils sont en train d'essayer de changer ça avec le changement de protocole. Il va passer du proof of work to proof of stake. Ouais, ils en parlent depuis des siècles en fait. Enfin des siècles. Ouais. Des siècles dans le monde de la crypto, je me comprends. Ouais, mais et encore, tu vois, le proof of stake, c'est donner du pouvoir à ceux, parce que tu dois, pour faire partie d'un nœud de staking, tu dois avoir beaucoup d'Ethereum. Ouais, voilà. Minimum 15 ou 20 Ethereum. Ouais. Donc ça fait aujourd'hui alors, ça fait $80 000. Ouais. Voilà, si tu es une des personnes qui a acheté de l'Ethereum en 2013, quand c'est sorti, c'est ça, hein? Ouais, voilà, ouais. C'était en 2013. Ou je sais plus la date exacte. Je me trompe peut-être de date. Je vais retrouver ça, mais tu as acheté l'Ethereum à 0,01 cent et que tu en as acheté pour je sais pas combien de millions. Alors oui, si tu as 20 Ethereum que tu peux stacker d'un coup sur un nœud pour être un de ces gens, ouais, tu as du pouvoir, mais du coup, c'est tout le monde... Enfin, ça revient à ce truc c'est les gros banquiers qui ont pouvoir parce qu'ils ont plein de fiat, tu vois. Ouais, parce que c'était au début. Et donc du coup, c'est un truc qui est pas juste, qui est pas fair. Qui est pas super fair. Ouais. Et puis tandis que là le proof of history de Solana, qui est donc la preuve de l'action. C'est pas la preuve du travail fait, c'est la preuve que l'action a été faite. Mais quelle action? Je sais pas. Alors il faut que je revoie le truc de Solana, mais c'est ça, c'est du proof of history. Donc c'est pour ça que les gas fees sont très 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 bas. Ah ouais, d'accord, forcément. Et le problème du proof of work, c'est le coût énergétique que ça pose, mais c'était un faux problème et une fausse question. C'est un truc de gens qui aiment couper les cheveux en quatre dans le sens de la largeur. Parce que l'électricité qui est utilisée pour le minage, c'est de l'électricité qui est déjà produite. Alors, proof of history consensus. Donc, proof of history is a sequence of computation that can provide a way to cryptographically verify passage of time between two events. It uses a cryptographically secure function written so that the output cannot be predicted from the input
and must be completely executed to generate the output. Donc c'est une preuve de séquence de computation entre deux événements. Voilà. Donc effectivement, on n'est plus sur la proof of work qui consiste à résoudre des problèmes mathématiques complexes des problèmes mathématiques complexes. On est plutôt sur une preuve qui a eu deux événements qui sont passés. Les deux événements doivent être terminés. Le premier, A envoie de l'argent à B, par exemple, donc, et l'événement doit être terminé. Et donc, on a une histoire. On a une preuve de l'histoire. Voilà. Et donc, à partir de ça, on peut établir la preuve qu'il y a eu effectivement échange entre les deux personnes. OK. Donc c'est une proof of work, mais donc limitée en fait à une petite séquence très simplifiée à une petite séquence d'événements entre deux, par exemple comme une transaction. D'accord. Donc en fait c'est un timestamp en fait. Ouais, c'est un timestamp. Donc c'est un falsifiable aussi. Ouais, c'est un timestamp, exactement. C'est un timestamp, c'est juste l'événement s'est passé à quel moment et on a timestampé l'événement. L'événement est terminé. Voilà la preuve que l'événement existe. Puisqu'il y a comme tu dis, il y a un timestamp qui a été mis sur l'événement. Okay. Donc ça, c'est la proof of history. Et Ethereum a été créé en juillet 2015. Donc, voilà. Donc, comme ça, tout le monde est content. Alors, donc on pourrait regarder l'autre difficulté, justement, on parlait de pourquoi est-ce qu'il va falloir être spécialiste, c'est que forcément, une fois qu'on commence à faire des smart contracts, et qu'on dit qu'on va payer, je sais pas moi, le réalisateur 0,1% et puis l'équipe technique 0,005% à chacun, en fait, on se rend bien compte très vite qu'on va falloir créer un modèle économique, en fait. Voilà. C'est ce qu'on appelle la tokenomics. Donc là, effectivement, il faut un expert, parce qu'évidemment, vous, en tant que producteur de votre film ou de votre série, vous voulez quand même pas perdre votre argent. Donc, il faut comment vous assurer que vous ne perdez pas votre argent. Il va falloir faire un modèle économique qui marche, en fait. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça la difficulté. Et donc, il va falloir effectivement... ça va faire beaucoup de maths. Ça va faire beaucoup de travail quand même derrière. Du codage. Du codage, des maths. Tu peux aussi être une forme d'art. Ouais, c'est vrai possible, c'est un langage, c'est la maîtrise d'un langage. La maîtrise d'un langage est complexe, oui, ça c'est sûr. Donc là, c'est quand même un peu les limites des choses, c'est que c'est pas forcément... Voilà. Une fois que vous lancez aujourd'hui, c'est pas encore donné à tout le monde. C'est pas encore donné à tout le monde. Il faudra qu'il y ait des logiciels qui facilitent ça, des logiciels de tokenomics qui puissent faciliter ça aussi, forcément, pour qu'on puisse pouvoir les faire rapidement quand même. À mon avis, une fois que le premier truc sera créé, une fois que ce premier modèle va être créé, le reste va suivre, tu vois. Mais il faut le premier. Il faut un premier qui marche, c'est ça. Et puis au moins, on pourra suivre ce modèle-là. C'est ça, quoi. Voilà. Il faut un premier modèle qui marche, il faut que l'information soit transparente, ouverte, qu'on puisse tous y accéder, c'est aussi ça le problème. Puis, sur la blockchain, tout est transparent. Ceci dit, c'est vrai. Sur la blockchain, tout est transparent. Ça, c'est l'avantage. À part si tu utilises Monero et les autres private coins. Après, on pourrait imaginer que tu l'utilises. Ouais. Monero est la monnaie favorite de Ed Snowden, donc on sait pourquoi. Oui. Et ça, c'est dit en passant. Après, on peut créer des NFT gratuitement, donc c'est ce qu'on a dit. Donc vous n'avez pas le ERC-721, mais vous avez une plateforme qui garde vos métadonnées. Il y a Rarible, comme j'ai dit, Rarible, il y a OpenSea aussi, donc ils appellent ça, leur système, ils appellent ça le lazy minting ou le light minting, ça dépend des plateformes. Et donc à partir de là, effectivement, vous déposez votre œuvre d'art, et puis le jour où cette œuvre d'art est achetée, alors je crois qu'il y a deux modèles, il y a OpenSea et Rarible qui ont des modèles différents. OpenSea vous charge à vous, l'artiste, les frais. Tandis que Rarible charge à l'acheteur. Ils chargent à l'acheteur. Donc c'est différent, les frais de mintage. Donc ça fait partie du prix de vente. Voilà, exactement, c'est partie du prix de vente. Mais ce qui est un peu embêtant pour l'acheteur, parce que, ou alors à la limite, si l'acheteur a l'habitude d'acheter sur Amazon,
il va se rappeler que bon, quand on voit un article à 10 euros sur Amazon, en fait, vous payez à 15 euros avec les frais de transport. Donc là, ça va être un peu la même chose. Vous allez voir un article à, je sais pas moi, qui coûte 2 et Non, et je crois même que ça peut être mis dans le prix de vente. Donc, ouais, il faudra leur dire, dans le prix de vente, oui, mais n'est pas inclus le prix de mintage. Enfin, il faudra faire ce qu'on appelle un disclaimer légal, évidemment, parce qu'il y a des gens qui vont porter plainte, forcément. Mais bon, après, s'ils ont l'habitude d'acheter sur Amazon, peut-être pas, mais bon. Bref, je me mets à la place des gens quand même. Si tu vois un truc à 10 euros, puis quand à la sortie, c'est que ça coûte 15, tu te poses toujours quand même... C'est sur eBay. Ouais. C'est sur eBay que ça coûte... Tu vois le prix 56 euros, puis t'as 26 euros de frais de transport. Tu te dis, mais merde, j'ai acheté le transport coûte plus cher que le t-shirt, donc c'est un peu bizarre. Voilà. Ouais. Tandis que sur Amazon, tu payes 86 euros et tu sais que tout est fait dedans. Voilà, donc il y a quand même ces choses-là qui sont un peu embêtantes. Et alors, il y a Solana, tu as dit comme solution aussi. Solana, il propose quelque chose. Mais il y a Cardano. Cardano, c'est quoi alors l'histoire? Cardano, ils sont en train de faire leur blockchain, leur NFT. Ouais. Mais comme tu me disais, ils sont pas encore très au point sur ça. Non, ouais, c'est encore en bêta, donc je ne sais pas où ils en sont non plus. Et puis là, tout à l'heure, tu disais que le prix de la Cardano ne montait pas. Le prix de Cardano est plutôt stable. Ouais, stable, ok. Alors qu'en septembre, tout le monde disait, mais dans les mois qui viennent, ça va faire x10. C'était la hype. Et donc, tout le monde était là, mais ça, on va faire x10, et puis... non. Mais en fait, les gens se sont dit ça parce qu'ils ont décroché quand même pas mal de contrats de travail en marque blanche. En marque blanche, donc c'est-à-dire qu'ils offrent leur capacité technique sur la blockchain pour déployer des blockchains pour des gens, alors moi je sais qu'ils l'ont déployé pour des élections en Éthiopie, des choses comme ça. Enfin, beaucoup en Afrique, je sais qu'il y a beaucoup en Afrique. Mais plutôt en marque blanche. Pardon? Alors, répète, j'ai pas compris. Mais opposé à Cardano tu as aussi Polkadot qui fait aussi du smart contract et du NFT. Et leur truc à eux s'appelle Zeno. Ah d'accord. Après, ça n'a pas l'air super méga connu. Non, c'est ça le problème aussi. C'est que plus vous allez vers ces plateformes un peu rares et pas chères, etc., là, moins il y a d'acheteurs, moins il y a de hype, voilà. Moins il y a de... Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est pas encore lancé. Ah, d'accord. Galaxy n'est pas encore lancé. Ok. Donc ça, c'est aussi le... Mais bon, le problème, c'est ça aussi. Quand la plateforme n'est pas connue, donc du coup, elle n'a pas forcément un listing d'acheteurs aussi qui est disponible. Et donc, ça va prendre du temps avant que vous arriviez à vendre vos NFT. Et puis, il faut voir aussi, il y a toujours le problème de l'adoption. Hein, parce que qui est capable de manipuler ce genre de crypto-valeurs et puis d'avoir un wallet et puis ensuite d'aller acheter. Et le truc, c'est que... Ouais. Le truc, c'est que Ethereum, même si c'est cher, les gas fees, c'est connu. Ouais, il y a une communauté hyper dynamique, voilà. hyper agressive, qui en plus allez-y, hein, cherchez Cyberkong sur Twitter, vous allez voir le nombre de gens qui ont mis des Cyberkong sur leur profil Twitter. Donc, rien que ça déjà, ça doit vous informer que voilà, et c'est aussi des gens qui font après entre guillemets le service après-vente sur les réseaux sociaux numériques et qui vont faire le bruit, et qui vont faire le tapage, et qui vont faire le buzz, comme on dit. Et donc quand il n'y a pas ça aussi, c'est difficile après de vendre quoi que ce soit. Donc il y a la confidentialité et le fait que ce soit gratuit et la gratuité, c'est bien, mais du coup la gratuité entraîne parfois la confidentialité aussi de votre travail.
Bon, alors après, j'ai dit OpenSea. OpenSea est quand même assez connu. Ça, c'est quand même une plateforme, on va dire. Oui, OpenSea est très très connu. Mainstream, on va dire, à la limite. Dans le monde de l'Ethereum, en tout cas, c'est assez mainstream. OpenSea, Ouais. OPENSEA. Oui, c'est très très bien. Mais, voilà. Et OpenSea propose donc le lazy minting. Donc, alors, à la limite, allez sur OpenSea et puis faites-vous plaisir. En attendant d'essayer les autres plateformes. Nous, on est plateforme agnostique, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément plus Ethereum que Solana, que Cardano, que quoi que ce soit. On regarde là où les gens vont, tout simplement. C'est ça aussi. C'est là on regarde là où est le marché, on dit le marché il est là, il n'est pas encore là-bas. Voilà, pour l'instant. C'est ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Donc, mais donc ça, c'est un peu les limites. Alors après, il y a aussi en termes de faut voir aussi, attendez, parce que là, on a aussi une très très belle arnaque, hein, donc avec l'arnaque Squid Game Coin, par exemple. Hein, Oh là là, mon Dieu. qui a été, alors à la fois une coin et un NFT, ils ont fait les deux d'ailleurs, c'était très fort. Oui. Ouais. Ils ont fait un beau rug pull de ça. Alors un rug pull, c'est quoi, vas-y? Alors un rug pull, c'est tu produis une crypto. Les gens achètent en masse. Ouais. Et puis toi, tu disparais avec l'argent. Ah. Et donc du jour au lendemain, t'as la coin qui a fait de la hype et qui a vendu. Et les gens ont adopté en masse. Et ben, du jour au lendemain, elle passe de $5 à 0. Ouais. Alors, c'était la Squid Game, c'est la fameuse série donc sur Netflix, ouais. D'accord. Ouais. Donc c'est dommage parce que c'est vraiment ce qu'il aurait fallu faire. Hein, donc, par exemple, que Squid Game finance la saison 2, ou les prochaines saisons de son projet avec cette crypto, en fait. Hein, donc, ça aurait été vraiment intéressant que ce soit un vrai projet. Puisqu'ils auraient pu financer les saisons suivantes ou d'autres séries. Je suppose que parfois les producteurs, comme dit, ils ont toujours plus par exemple, par exemple, là tu as un truc, il y a tout un truc qui est en train de se passer avec les clubs de foot. Ouais. Les clubs de foot qui sont en train de sortir leur token pour les fans. Et donc du coup, chaque token vaudra quelque chose et certains ça va même être un truc pour ça va même être des tokens de gouvernance. Et donc du coup tu vas pouvoir voir tout ça, quoi, tu vois. Donc du coup c'est un truc qui devient participatif, et donc ils vont sortir des NFT là-dessus. La NBA a sorti des NFT sur des trucs de Jordan et de... On va regarder le NFT Sport. On va s'intéresser. Ça, ce sera un prochain épisode. Parce que ça aussi, c'est tout un monde qu'il faudra vraiment regarder. Mais pour revenir à l'arnaque Squid Game, ce qui est énervant, en fait, c'est que c'était une bonne idée. Hein, donc les arnaqueurs sont toujours des bonnes idées, hein, d'accord. Et ils nous suivent, en fait. Ils vivent parmi nous, donc ils savent ce qui se passe. Et donc, en 2 semaines, elle avait accru de 2000% sa valeur. Et donc, elle aurait pu aider à financer, justement, les saisons suivantes du projet. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est énervant, en fait, que les scammers aient pensé à ça. Hein, donc, puisque c'était en plus un show qui a réussi sur Netflix, un show coréen en plus, donc déjà à niveau mondial, donc c'est rare, c'est des choses rares, c'est difficile à faire. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile, c'est pas mainstream. C'est vraiment un auteur qui a créé un projet solide. Et là, il y a vraiment des gens qui arrivent et qui créent une coin ou un NFT, et un NFT d'ailleurs, comme j'ai dit, hein, et qui finissent par, comme on dit, faire un rug pull et qui disparaissent. Donc ça, c'est quand même assez énervant, je dois le dire. Moi, j'ai pas suivi tout le truc, j'ai juste vu l'annonce du rug pull
du token et du NFT de ce truc. Ouais. Et j'étais, mais waouh! Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font pas leurs recherches, ils regardent pas le white paper, ils regardent pas les tokenomics derrière, etc. Tu vois? Ouais, mais bon, il faut le dire, c'était sur Binance, c'était quand même sur Binance. Donc, elle était listée c'était sur Binance. C'est ça le problème. Elle était listée. Il avait déjà été listé sur Binance. Ouais, oui, c'est ça le problème. Donc, c'est ça. Ils mettent du temps à prendre le truc. Bah oui, c'est ça le problème. Quand tu es listé sur Binance, c'est que tu as passé. T'as montré pas de blanche, quoi. Bah ouais, c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. C'est ça qui est énervant, d'autant plus, tu vois. C'est qu'en plus, ils sont passés, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. En fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus que des arnaqueurs qui se mettent au-dessus du système et puis qui essaient de jouer avec. Deux, trois tweets et puis qui récupèrent. Non, ils ont vraiment fait ce qu'il fallait faire. Hein, et malheureusement, donc, il y a l'article complet, il est sur Gizmodo, Gizmodo, pour ceux qui veulent aller chercher, ceux qui veulent aller faire leurs recherches. Hein, donc, mais c'est dommage, malheureusement. Après, tu tapes NFT Squid Game, je crois qu'il doit y avoir 25 liens sur la première page Google. Exactement. Donc, malheureusement, c'est ça. Et donc, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage que le scam ait marché. Mais il y en a. C'est pas le premier, malheureusement, ce n'est pas le premier, c'est pas le dernier. Ce ne sera pas le dernier non plus. Hein, et donc, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Donc, comme tu as dit, déjà, il faut regarder le white paper. Il faut aller investiguer l'équipe technique, l'équipe, le CEO, tout ça. L'équipe dirigeante des gouvernantes donc, sur LinkedIn ou des plateformes de ce style-là. Il faut faire et puis surtout lire le white paper, aller dans les groupes, les sous-groupes online et voir ce qui se passe aussi, ce qui est dit. Hein, et puis surtout... Comme dit un gars sage, tu connais? Ouais. Tu regardes la tête du CEO et si il est en train de flexer avec des Ferrari et des gros tu dans l'autre sens. Ouais, voilà, exactement. En général aussi, ça aide aussi quand le CEO de la boîte est en train de flexer avec des Ferrari, des montres en or. Bon, c'est peut-être pas l'endroit où vous voulez mettre votre argent. Par contre, s'il a... Tu sais que tu vas avoir un recul derrière. Ouais, s'il a un t-shirt et qu'il est assis dans son bureau en train de bosser, bon. Ouais, bon, ça c'est des petites... c'est des petits indices, mais bon, après, maintenant qu'on le dit, une fois qu'on le dit, évidemment, les arnaqueurs, ils écoutent aussi, et puis après, ils vont évidemment se mettre à la page de ces choses-là, malheureusement. Hein, donc c'est... c'est vrai. Donc c'est aussi après, ça. Ouais. Après, je sais plus c'est qui dit, je sais plus, j'avais lu un truc, c'est que si tous les mecs qui font des scams et des trucs shady, etc., faisaient des trucs légaux, ces mecs ont tellement d'imagination, effectivement, que ça pourrait produire énormément de richesse en fait. C'est des gars qui ont énormément d'imagination. Servez-vous de votre imagination à bon escient, les gars. Exactement. Ils ont énormément d'imagination et c'est des femmes psychologues aussi, surtout. Très femmes psychologues. Parce qu'il fallait vraiment aller sur Squid Game et puis se dire, allez, il faut le faire, machin. En 2 semaines, en fait. Enfin, c'est quand même assez... Ils ont quand même du talent, les mecs. Ils ont codé un truc en 2 semaines. Bah, ça veut dire qu'ils avaient déjà un projet probablement dans les cartons aussi, en général. Ils avaient sûrement quelque chose déjà de prévu, puis ils se sont dit, tiens, on va changer ce truc, on va changer le label, et puis on va l'appeler Squid Game, puis voilà. Et puis on partira en vacances. C'est un peu ce qui s'est passé. On va partir en vacances, des très grandes vacances. Ouais, des très longues vacances, très loin. Ok, donc, et voilà, on a vu un peu les limitations du modèle. On s'est dit aussi, il y a des solutions évidemment, on vous a dit, hein, donc c'est la première des choses, hein, déjà faites votre due diligence, hein, il faut observer et aller éduquer et aller un peu faire votre recherche en fait sur effectivement les personnes qui lancent le NFT, les personnes qui lancent la coin, hein, qui lancent la crypto-valeur.
D'accord, ça c'est une chose, hein, ça c'est des recherches que vous devez faire. Ou alors, effectivement, hein, faites appel à des spécialistes, bah, on est là, voilà, il y a des gens comme nous qui sont là aussi pour vous aider. Hein, mais effectivement, nous ne donnons pas de conseils financiers, hein, voilà. Mais bon, ok, donc vous avez bien compris, on va se laisser sur ces mots. Nous ne sommes pas Pardon ? des adviseurs financiers. Oui, nous ne sommes pas des, ne sommes pas des conseillers financiers, mais nous sommes des conseillers technologiques, très poussés. Voilà. Là, nous savons de quoi nous parlons. Très poussé. Voilà, très poussés, exactement. Donc nous concluons sur ces belles paroles, d'accord. Alors évidemment, donc notre podcast Starcast fait partie du ADMP Podcasting Network. Hein, on a déjà eu plus de 3200 téléchargements, rien que sur Spreaker, ok. On a aussi notre newsletter. Alors, ce podcast a été produit, évidemment, par votre podmaker favori, Herman Jumessi, fondateur de l'incubateur virtuel ADMP pour les startups et la technologie blockchain. Nous remercions à nouveau notre co-host, Jack, d'accord, qui j'espère a pris son pied, comme vous, tout au long de cette expérience sonore. Jack, où est-ce qu'on peut rapidement te retrouver sur les réseaux sociaux numériques, ou est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Instagram. Ouais. @SteadyJack, d'accord. Sur Facebook, Jack Van der Loo. Ok, Jack Van der Loo sur Facebook, d'accord. Et Twitter. Et Twitter, évidemment, d'accord. Mais je suis pas très. Mais Twitter, je suis pas très présent. Je suis pas très actif sur Twitter, donc. Ok. Plutôt sur Instagram et Facebook. D'accord. Ok. Ben, c'est parfait. Et sur Twitter, vous pouvez nous retrouver @TeamADMP ou Instagram @TeamADMP. D'accord. Oh, nous avons aussi une newsletter https://admpincubator.substack.com et admpincubator.substack.com. D'accord. Et nous avons un site web aussi, ADMP Awards. AWIRDS.biz. Et donc n'oubliez pas aussi notre prochain épisode, Satoshi's Corner, saison 2, épisode 2. D'accord. Nous avons aussi un Discord avec #MetaBaron, sur laquelle on peut te retrouver aussi, @SteadyJack d'ailleurs, non? C'est vrai. Ouais, d'accord. Donc, @SteadyJack aussi est disponible sur #MetaBaron sur notre Discord. D'accord. Et ensuite, nous sommes évidemment présents sur Podcast Addict, Podchaser, Deezer, YouTube aussi, évidemment, Facebook. Donc, nous avons un groupe Facebook, facebook.com/groupe/PanaMedia MP, média avec S, PANAMEDIAS MP, et aussi sur Telegram, https tcchannels.me /c/ADMP Awards. Ou alors nous avons une adresse email teamadmp@gmail.com ou newsletter admp@gmail.com. Jack, un dernier mot pour nos auditeurs. Un dernier mot à dire. Do your own research. Do your own research. Right, okay. Do your own research. Yes, do your own research. Soyez résilients, persistants et intelligents. Donc, écoutez ce podcast, partagez ce podcast, likez ce podcast. Keep spreading knowledge, keep showing passion, and let the crypto kids play. Have a nice day, have a nice week, have a nice month, have a nice life. Okay, next épisode de cette saison 2, épisode 2, nous plongerons un peu plus dans le monde des NFT liés aux activités artistiques via la musique et la très dynamique industrie musicale. Jack, le dernier mot à toi, vas-y. Have fun. Peace. Have fun. Peace. Ok, allez, bonne nuit. Allez, à toutes. À ciao. Au revoir. Merci. Ciao. My name is Herman Jumessi. Because cryptocurrency was designed by Satoshi. My name is Herman Jumessi, social media, blockchain, and big data consultant. The political motive is to bring the power back to the people who use currency as a means of payment. This podcast is a bite-sized summary of a potential conversation. To communicate to each other, and there's no doubt in my mind. Physical assets will also be recorded on the blockchain as tokens as well. So, of a potential conversation with Satoshi Nakamoto, seminal white paper, Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system,
The goal of this podcast is to establish the many sources and resources. The tokenization of culture is exactly right. It's the only thing I've been thinking about the whole time, and it's going to be a big fucking deal. The goal of this podcast is to establish the many sources and resources necessary to create, deploy, and optimize blockchain technology ecosystem in order to establish a Bitcoin or blockchain standard for businesses and organizations in the 21st century.